Bonjour, bonjour. C'est un vrai plaisir d'être là. Donc, je ne suis pas français, je suis grec, et même si je viens des États-Unis. Donc, on m'a demandé de faire une petite introduction de l'historique, de comment est-ce qu'on est arrivé là, comment est-ce que la génomique est apparue et comment est-ce que cette intégration avec l'informatique et le futur, la transition dans le... En fait, je vais... Et donc, étant grec, je ne peux pas commencer à faire un historique des dernières 10 années, si on veut donner un petit peu l'historique des derniers 3000 ans, ou peut-être plus. Donc, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Donc, la génétique n'est pas quelque chose de nouveau. Depuis des millénaires, les hommes ont compris la puissance de la sélection naturelle et de la sélection artificielle. Donc, il y a plein d'espèces, plein de plantes, plein d'animaux qu'aujourd'hui, on côtoie, par exemple, des petits chiens chez nous qui avant étaient des loups. Et ce changement est vraiment venu d'une sélection des traits. Donc, chaque fois, on sélectionnait les traits qui étaient les plus avantageux, sans savoir du tout la base de cette sélection. Et donc, dès la Grèce antique, on a eu ce concept de la transition naturelle entre différentes formes était très bien reconnu. Et même le concept que le premier humain était sûrement né de parents non humains, que les animaux terrestres venaient d'une origine marine, la première taxonomie d'espèces. Tout ça, ça fait plus de 2000 ans qu'on les a, ce n'est pas un truc nouveau. Même le concept d'un mélange aléatoire des traits et d'une variation naturelle qui ensuite donne la semblance d'avoir un but. Ça, c'est quelque chose qui, encore une fois, n'est pas nouveau. Et aussi une génération purement naturaliste de diversité. Le concept qu'il n'y a pas d'intervention surnaturelle, ça aussi, ce n'est pas nouveau. Mais ce qui a beaucoup changé dans le 19e siècle, c'est vraiment une version scientifique bien plus basée sur les données et bien plus rigoureuse sur la façon dont l'évolution fonctionne. Et en particulier, Lamarck, ici justement, a eu le concept d'une transmutation, d'une adaptation d'une génération spontanée de forme simple et une force vitale innée qui conduit à la complexité. Et c'est là le grand changement de Darwin qui a dit non, 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 ce n'est pas un but, c'est juste un mouvement aléatoire des différentes formes qui ensuite sont sélectionnées par la sélection naturelle pour différents environnements. Et cette théorie était bien sûr très très bonne, mais elle a du mal à prendre parce que il n'y avait pas de modèle d'héritation de comment est-ce que la génétique fonctionne, comment est-ce que les différentes formes sont encodées. Il y avait ce concept de gémule qui rassemble des informations du corps entier et qui ensuite le passe à l'embryo. Et c'est là que Mendel a eu vraiment la coupure la plus dure, en quelque sorte, de cette continuité, qui est au fait un héritage avec des particules. Donc voilà, le grand changement de Mendel et la raison pour laquelle j'étais tellement honoré de recevoir la médaille de Mendel, c'est que c'est vraiment la première façon où on voit un héritage, une génétique qui est particulière, qui est discrète, où les molécules sont indépendantes. Et encore, ça c'est bien avant qu'on connaisse le concept d'une base moléculaire de l'héritage. Et donc, c'est là où on voit qu'il y a des allèles dominantes et récessives et que l'assortement est indépendant, au moins pour des gènes qui sont dans des chromosomes différents. Et c'est vraiment la première fois où on voit un héritage digital, numérique, discret. Par contre, les idées de Mendel n'ont pas été adoptées pendant 50 ans. Et la raison pour ça, c'est qu'en même temps que lui faisait ses jolies expériences sur les petits pois, on voyait une variation continue à travers les humains. On voyait que plein de choses ne sont pas discrètes. Certes, les yeux, peut-être les cheveux, on voyait une base un petit peu discrète, mais la hauteur, par exemple, c'était très continu. Et donc, il y avait toute une école des biométriciens
qui ont dit non, 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 cette théorie ne s'applique pas aux humains. C'est très joli, c'est très mignon pour vos petits pois, mais ça ne s'applique pas à d'autres choses en général. Et même Mendel avait des doutes. Et la grande intégration s'est faite au XXe siècle. C'est là où Ron Fisher, un statisticien, a dit qu'en fait, une variation phénotypique continue peut être expliquée simplement avec plein de différents loci mendéliens. Et que même avec 5 loci mendéliens, on pourrait avoir l'apparence d'un héritage continu. Et ça encore, c'est avant la base moléculaire. La base moléculaire n'est venue qu'en 1902, où il a été postulé que les chromosomes et l'ADN fassent la base de l'hérédité. Et ça n'a été prouvé qu'avec la structure de l'ADN et cette hélice double qui au fait fait la base de l'héritation. Et ensuite, une fois qu'on a cette base, on peut commencer à regarder où est la base moléculaire des traits phénotypiques qui nous distinguent. Et c'est là que Morgan et son étudiant Sturtevant commencent à vraiment créer les premières cartes génétiques. Et là, vraiment, la génétique moderne commence. C'est exactement de la même façon qu'on a trouvé les lieux dans le génome de milliers de gènes. C'est exactement cette façon-là. Et là, on en est au présent, où maintenant, on a vraiment 12 000 endroits, 12 000 loci dans le génome, où on sait qu'ils ont une base génétique pour la maladie. Et donc, c'est là où on en est aujourd'hui. Et donc, voyons un petit peu demain. Demain, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, je pense que le futur, et je pense que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est vraiment de découvrir la base génomique de la médecine, de la maladie. Et pour cela, on peut commencer par toutes ces milliers de variantes génétiques qui sont dispersées à travers le génome humain et qu'on sait forment la base des différences, des prédispositions à la maladie, et commencer à interpréter leurs mécanismes. Donc la promesse de la génétique moderne, c'est vraiment qu'on va comprendre les mécanismes de la maladie, on va trouver des nouveaux gènes cibles pour les traitements, les utiliser pour créer des nouvelles thérapies et permettre la médecine de précision. Donc tout ça, c'est la promesse, mais quels sont les défis? Les défis, c'est qu'une fois qu'on regarde ces endroits que l'on sait sont reliés à la maladie, comprendre le mécanisme à travers lequel il fonctionne est extrêmement difficile. Et la raison principale, c'est que 90% de ces résultats ne sont pas codants. Ils n'affectent pas la protéine directement. Ils affectent les parties non codantes du génome. Voilà un exemple. La variante génétique la plus fortement associée à l'obésité se trouve ici dans ce gène qui s'appelle FTO, Fat and Obesity Associated. Et donc ce gène a été ciblé par des centaines de scientifiques en industrie et en académie pour trouver la base de l'obésité. Pourquoi? Parce que toutes ces variantes, 89 variantes ici, sont toutes localisées à l'intérieur du premier intron de ce gène. Et donc plus de 1 milliard de dollars ont été dépensés à comprendre la fonction de ce gène et à essayer de trouver des maladies des traitements contre l'obésité à travers ce gène. Le problème, bien sûr, c'est que ce n'était pas le bon gène. La raison, c'est que toutes ces variantes sont non codantes. Il n'y a aucune raison qu'elles soient reliées à ce gène dans lequel elles se trouvent. Et au fait, ce qu'on a montré, nous, presque 10 ans après la découverte de cette variante génétique, c'est que la vraie cible de ces variantes sont 2 gènes différents qui se trouvent à 1,2 million de nucléotides de ce locus. Donc ça serait de l'autre côté de la rivière, à cette résolution-là. D'accord? Donc, pas du tout ce gène-là. Donc, le problème, c'est que ça, ce n'est pas une exception à la règle. Ça, c'est la règle. 93% du temps, les variantes sont non codantes. Donc, on ne connaît pas le gène cible, on ne connaît pas les variantes qui sont causantes, on ne connaît pas la cellule ni le tissu où ils agissent, vu qu'on n'a pas accès à tout ça à travers l'expression des gènes. On ne connaît pas les régulateurs qui sont en amont et on ne connaît pas les mécanismes.
Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est les techniques que l'on développe en intégrant la génétique, la génomique, l'informatique, l'épigénomique, l'intelligence artificielle et les expériences au débit pour comprendre les circuits à la base de ces variantes. Donc, quels sont les grands piliers sur lesquels on se base? D'un côté, c'est l'informatique, de l'autre côté, c'est l'expérience, de l'autre côté, c'est la génétique, et donc le profiling et les expériences pour valider. D'accord? Donc, on commence par la génétique. Pourquoi? Parce que on contraste avec l'épidémiologie qui regarde aux corrélations, qui étudie les corrélations entre différentes variables et qui peut dire, bon, les gens qui boivent plus de café vivent plus longtemps. Est-ce que c'est parce qu'ils boivent du café ou c'est parce qu'ils sont un peu plus riches qu'ils peuvent se le permettre d'acheter un café? De quelle façon est la causalité? Donc ça, c'est l'épidémiologie. On peut trouver plein de trucs. Manger du beurre, on vit plus longtemps. Manger pas de beurre, on vit plus longtemps. Tout existe, il n'y a pas de causalité. Mais par contre, avec la génétique, on a la causalité. Pourquoi? Parce qu'on est né avec des variantes génétiques qu'on a héritées de nos parents, qui ne vont pas changer à cause de notre comportement ou de notre nutrition, de la façon dont on fait de l'exercice ou pas, etc. Donc, la génétique, c'est vraiment la base de toutes ces études de mécanismes et d'intervention. Une fois qu'on a la génétique, on sait que ces régions du génome sont associées à la maladie. Mais on ne sait pas comment est-ce qu'elles fonctionnent. La puissance de la génétique, c'est qu'on n'a pas besoin de le savoir. On peut découvrir des variantes de façon complètement non biaisée, découvrir ces variantes et savoir qu'elles ont une conséquence causale sur la maladie. Peu importe comment elles fonctionnent. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on les a découvertes, on n'a aucune idée de comment elles fonctionnent. Et c'est là qu'on peut commencer à profiler des centaines de cellules, de types de cellules différents, de types de tissus différents, pour savoir où agit, où dans le corps agit chaque partie de notre génome. Et la façon dont on fait ça, c'est on regarde le transcriptome, donc les ARN, et on regarde aussi le épigénome. Qu'est-ce qu'est l'épigénome? L'épigénome, c'est la combinaison de toutes ces modifications de l'ADN. D'un côté, c'est la méthylation de l'ADN, qui est en général connectée à une répression des régions non codantes. De l'autre côté, c'est les modifications des histones, les protéines qui s'appellent histones, qui forment les nucléosomes, autour desquels est enroulé l'ADN. Donc 147 bases d'ADN sont enroulées autour de chaque nucléosome. Et il y a des longues parties d'acides aminés qui dépassent et qui peuvent être modifiées, et donc qui permettent à la cellule de savoir quelles sont les parties importantes pour moi. L'analogie que je donne en général, c'est que comme tous les humains peuvent hériter toutes les connaissances humaines, mais les physiciens en utilisent différentes que les plombiers, que les artistes, que les danseurs de ballet, etc. De la même façon, chaque cellule de notre corps a hérité 23 volumes, une encyclopédie, de toutes les fonctions dont aura besoin n'importe quelle cellule dans le corps. Mais si tu es une cellule du foie et si tu es une cellule du cerveau, tu utilises différents chapitres. Et donc, la façon dont fonctionne l'épigénome, c'est qu'on peut mettre des marque-pages de différentes couleurs pour chaque cellule, qui au fait permettent à cette cellule de se rappeler quels sont les chapitres les plus importants pour les fonctions que moi je fais. Donc, on profile le transcriptome et l'épigénome qui nous donnent un petit peu les conséquences moléculaires de ces variantes génétiques avant de comprendre comment est-ce qu'elles agissent maintenant au niveau d'un organisme. Et ensuite, on intègre ces données-là. Donc, la troisième base, c'est vraiment l'intelligence artificielle. C'est le machine learning, c'est l'informatique, la statistique, les algorithmes pour mettre en place des méthodes pour intégrer ces données et extraire des nouvelles idées, des nouvelles théories de comment pourraient fonctionner ces endroits-là. Donc, vraiment créer des modèles causatifs de la maladie.
trouver quels sont les gènes, quelles sont les régions du génome, quels sont les types de cellules qui sont vraiment causantes. Et bien sûr, tout ça, c'est des prédictions, c'est des théories. On doit maintenant mettre en pratique et montrer qu'en effet, on peut manipuler ces prédictions et changer les phénotypes. Et c'est là la quatrième base. C'est vraiment trouver des modèles animaux et des modèles de cellules humaines où on peut vraiment tester ces théories. Et bien sûr, diffuser les résultats et repartir de nouveau. Ça marche? Donc, pour chaque région du génome, on veut avoir non seulement que, ah oui, quelque part par là, il y a quelques variantes qui sont associées à la maladie. Non, on veut savoir exactement quelles sont les variantes, quelles sont les régions non codantes qu'elles affectent, et quels sont les régulateurs qui les contrôlent, et quels sont les types de cellules et de tissus dans lesquels ils agissent, et finalement, quels sont les gènes qui sont ciblés par ces régions non codantes. Et donc, quand on applique tout ça à cette région du FTO, qui est à la base de l'obésité, c'était complètement inconnu de où est-ce qu'elles fonctionnent, ces variantes. Laquelle est la variante causative, dans quel type de cellule, dans quelle partie du corps est-ce qu'elle fonctionne. Et donc, en utilisant les méthodes dont je vous ai parlé, on a trouvé qu'en fait, on pouvait focaliser cette région du génome qui était associée à l'obésité à un seul nucléotide, une lettre. On a 3 milliards de lettres dans notre ADN. On pouvait cibler ça à une lettre. Et ça, je pense que c'est vraiment la precision medicine. Quand on parle de médecine de précision, un nucléotide sur 3 milliards, c'est vraiment aussi précis qu'on puisse être. Mais ce n'est pas assez de savoir quel nucléotide est affecté. Il faut savoir qu'est-ce qu'il fait. Donc, en fait, ce que ce nucléotide fait, c'est qu'en général, il est contacté par ce régulateur AT-Rich Interacting Domain, donc qui se connecte à un motif qui est riche en A et T. Et donc, cette protéine, normalement, contacte ce motif et ensuite réprime ces gènes qui eux-mêmes sont des régulateurs. Ils étaient complètement inconnus avant. Donc ces deux gènes-là, on a trouvé, sont les master regulators, les régulateurs maîtres d'un processus qui s'appelle thermogenèse. Donc qu'est-ce que la thermogenèse est en grec? Thermo, c'est la chaleur, et genèse, c'est la création de chaleur. Qu'est-ce qu'est la création de chaleur? Quand vous avez un moteur chez vous et qui ne fonctionne pas très bien, il est chaud. C'est comme ça qu'on perd de l'énergie. Donc, ce n'est pas juste ce qu'on mange et ce qu'on dépense, il y a aussi l'énergie qu'on perd. Et on oublie très souvent cette partie-là de l'équation de la nutrition. Et donc, ce que ces gènes-là font, c'est qu'ils contrôlent un processus pour perdre de l'énergie, pour brûler des calories, en dépolarisant la membrane des mitochondries, qui au fait que, au lieu de stocker les calories dans notre nutrition qu'on n'a pas utilisées pendant la journée, on les brûle en chaleur, tout simplement. Et donc, ces deux gènes-là, quand ils ne sont pas reprimés, ils répriment cette thermogenèse, et donc, du coup, les calories sont stockées dans nos lipides. D'accord? Donc, moi, je suis homozygote pour la version pas bonne, qui me fait un petit peu plus gros. Et ma femme est homozygote pour l'autre version. Donc, voilà, nos enfants sont hétérozygotes. Ils peuvent choisir d'eux-mêmes. Et donc, je dois faire attention à ce que je mange. J'ai mangé que des carottes ce matin, par exemple. Donc, voilà, Nature a un impact factor de 40, New England Journal a un impact factor de 80. Donc, ça, c'est le journal le plus prestigieux de la planète. Et je m'amuse à dire qu'on a écrit un papier sur one bit of information, donc juste A ou G pour cet endroit-là. Et donc, c'était vraiment la première fois dans l'histoire de la science où quelqu'un avait vraiment connecté tous les échelons entre une variante non codante et le mécanisme. Et non seulement on avait déchiffré ce circuit, mais une fois qu'on déchiffre le circuit, pourquoi est-ce qu'on le déchiffre? Ce n'est pas juste un exercice académique. On le déchiffre parce que c'est comme ça qu'on peut manipuler ces processus.
C'est seulement en connaissant les circuits qu'on peut les manipuler. Et donc, du coup, on peut intervenir. On peut incrémenter ou décrémenter l'expression de ces régulateurs, ou incrémenter ou décrémenter l'expression de ces gènes, ou même éditer le génome avec CRISPR-Cas9 et changer cette base, cette lettre de CAT et de TAC. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que ça fonctionne vraiment comme un interrupteur qu'on peut tourner d'un côté ou de l'autre et qu'on peut vraiment changer entre obèse et non obèse juste en manipulant ce circuit. Juste en changeant une lettre de l'ADN, des cellules adipeuses des gens qui étaient homozygotes comme moi et donc qui ne peuvent pas brûler ces calories, on pouvait restaurer ce processus de thermogenèse au niveau normal. Quand on intervient au niveau organismal, en prenant des souris, on peut vraiment changer le poids de ces souris. Ces souris, où on represse ces deux gènes-là, sont bien plus maigres que les autres souris. Et une fois qu'on introduit une diète avec beaucoup de gras, elles sont incapables de prendre du poids. Elles juste brûlent ces calories quand elles sont debout et quand elles dorment. Donc, j'ai quelques échantillons, si vous voulez, après, en vente derrière. Donc, c'est l'idée. L'idée, c'est vraiment qu'on doit d'abord comprendre, ensuite manipuler, et c'est comme ça qu'on crée des thérapies nouvelles. Ça marche? Qui a suivi jusqu'à maintenant? Cool. Donc, on a fini. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Le reste, c'est des détails. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête ou on continue? On continue, on parle ensemble. On est ravis d'être avec vous. Est-ce qu'on peut avoir quelques applaudissements, s'il vous plaît, pour Manolis Kellis? Merci à vous. Super. C'est le premier discours scientifique que je donne en français, donc j'espère que... Good job. Et voilà, je suis sûr que vous avez envie de discuter avec Manolis Kellis. Et voilà, si vous avez envie d'intervenir, je vous passe le micro, tout simplement. Hein. À chaque fois qu'on aura un intervenant, on aura la possibilité de discuter avec Pierre Tambourin. Merci Manolis, c'était un exposé remarquable. J'ai tout compris, donc ça prouve que c'était remarquable. Là, c'est les 5 premiers J'imagine qu'après ça va se compliquer un peu. Donc, quelle est la part chez les obèses du mécanisme mis en évidence là? Et est-ce qu'il existe des contre-systèmes dans lesquels ce génotype serait présent, mais sans effet? Ah, super. Donc, c'est une très bonne question. En général, la maladie est extrêmement polygénétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des milliers de variantes qui contribuent. Le cas de FTO est un petit peu une exception, parce qu'il explique une tellement grande partie de la partie génétique de l'obésité, comparé à toutes les autres variantes qui expliquent très peu. Donc, pour la plupart des traits, on va peut-être trouver 1 ou 2 ou 3 différents loci dans le génome qui ont un effet un peu plus grand, et tous les autres ont des effets très petits. Donc, je vous montre qu'en effet, en intervenant, on peut voir des effets énormes parce que c'est tout isogénique, mais quand on va chez les humains et quand on va chez des espèces bien plus diverses que simplement des souris isogéniques, on s'attend à avoir des effets plus petits. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'autres modifiantes, d'un côté génétique, comme vous le dites très bien, qui font qu'on peut avoir ces variantes et ne pas être obèse, mais aussi il y a des variantes environnementales. Par exemple, si on choisit de faire de l'exercice, d'aller à la piscine tous les jours, même si on n'a pas dormi, etc. Oui, je sais, merci papa et maman. On peut combattre notre prédisposition génétique. Donc, la façon comportement, la partie comportement, joue beaucoup dans les maladies. Et pour n'importe quelle maladie, je peux vous dire, mangez moins, mangez sain et faites de l'exercice. C'est-à-dire, ça fonctionne pour tout. Donc ça, c'est la première partie, donc le comportement. La deuxième, c'est l'environnement. Si vous regardez l'association génétique de ce locus de FTO avec l'obésité, à travers l'histoire des humains, comment, par exemple, la Framingham Study, en Massachusetts, a regardé le génotype et le phénotype de milliers d'individus à travers plusieurs générations. Donc on peut regarder maintenant, pour chaque année, quelle était l'association entre FTO et l'obésité.
Et l'association est nulle, elle est zéro avant la guerre. Elle apparaît seulement après la guerre. Pourquoi? Parce que l'environnement a changé. En fait, ce que je dis est la variante pas bonne. Elle est seulement pas bonne aujourd'hui. Il y a 1000 ans, c'était la variante bonne parce qu'on n'avait pas beaucoup de nourriture. Donc, quand on est dans un environnement où la nourriture est scarce, où elle n'est pas commune, rare, ouais. On peut stocker les calories, ce qui est génial. Mais quand on fait moins d'exercice, quand on a un travail de bureau, quand on a un McDonald's à côté, etc., c'est bien plus facile d'avoir des calories. Et donc, l'environnement affecte l'impact de cette variante dans le phénotype, parce que s'il n'y a pas un excès de calories, il n'y a même pas besoin de ces circuits. Mais superbe question. Bonjour, merci. Super talk. Moi, j'ai une question sur justement cette recherche des 90% de variants qui sont dans des régions non connantes et on ne sait pas en fait s'ils sont marqueurs d'un gène à côté ou effectivement malgré tout intéressants dans le gène qui est juste à côté ou très très loin qui n'a rien à voir. Mais sur le cas du FTO, ça donne un peu l'impression que l'obésité est une maladie monogénique, ce qui n'est pas exactement... Pardon, ça donne l'impression que que l'obésité est monogénique. Il y a un seul variant, effectivement, c'est probablement... C'est vraiment pas l'impression que je voulais donner, mais voilà. Je m'excuse. Non, parce que si on dit un variant, etc. Mais justement, dans ce concert-là, et si on veut replacer ça dans le contexte un peu de notre problème d'intelligence artificielle d'aujourd'hui, c'est un travail magnifique, un travail du New England, mais ça nécessite je ne sais pas combien de post-doc et de temps de laboratoire. Ouais. Et si on dit qu'il y a des centaines de milliers de variants comme ça qui sont impliqués dans les maladies communes, c'est effectivement pas possible. Oui, et là, je pense, je regarde Pierre, parce qu'on en parle assez souvent, mais je pense que là, il y a vraiment un terrain pour dire comment l'intelligence artificielle va permettre de compenser ce qu'on n'est pas capable de faire, c'est-à-dire du high throughput functional genomics, c'est ça. On ne peut pas avoir des milliers de drosophiles, de singes, etc. Enfin, aujourd'hui. Ouais. Et comment vous voyez justement l'application de l'intelligence artificielle au sens large pour être capable de reproduire ce que vous avez fait dans FTO, mais de façon totalement numérique? Donc justement, ça c'était l'introduction, ce n'était pas le topo lui-même. Et donc le topo lui-même, c'est comment est-ce qu'on fait ça à travers des centaines de milliers de variantes en même temps. Donc qu'est-ce qu'on fait? On profile des centaines de tissus différents, on profile des millions de cellules individuelles à travers des milliers de personnes différentes, à travers différents tissus et différentes régions du cerveau. Et on intègre toutes ces datas pour justement prédire toutes les interventions qu'on a faites pour le FTO locus. Et aussi, on développe des méthodes multiplexées d'intervention, où on peut faire 7 millions d'expériences, 7 millions d'interventions en une expérience. Et donc, c'est vraiment là où on se cible en ce moment. On veut vraiment étendre ces méthodes pour pas qu'il y ait besoin de 10 ans de travail pour chacune de ces loci, parce qu'on a connecté tous ces points et on sait toutes les composantes qu'il faut accomplir. Et donc, on a développé, nous et d'autres labos, des technologies qui nous permettent de faire ça vraiment des centaines de milliers de loci à la fois. La prochaine question. Alors, madame. Oui, bonjour Manolis. Je voulais savoir si vous aviez cherché une corrélation possible entre les variants FTO et la composition du microbiote intestinal. Quelle bonne idée. Merci encore. Toutes ces questions sont magnifiques parce que chacune ouvre un sujet énorme à côté. Donc, les choses dont j'ai parlé, c'est la génétique, c'est l'environnement, c'est le comportement. Et la dernière, c'est bien sûr le microbiome avec lequel on cohabite. Il y a plus de cellules non humaines dans chacun de nous que de cellules humaines. Ça, c'est important de réaliser que chaque fois que vous marchez, vous êtes plupart non humains. C'est marrant. Enfin, le plus tôt le matin, le plus, je pense, pour dire vrai. Mais, et donc, le microbiome est extrêmement corrélé avec plein de maladies, inclus des maladies qu'on ne penserait pas sont connectées. La schizophrénie. Le microbiome en schizophrénie est différent que le microbiome en non-schizophrénie. Enfin, des trucs fous. Et donc, dans l'obésité en particulier, il y a une très grande composante du microbiome. Pourquoi? Parce que tous les trucs qu'on mange, ce n'est pas nous qui les digérons, la plupart. C'est surtout nos bactéries à l'intérieur de nos intestins qui font plein de ces réactions de décomposition de la nourriture pour des processus que nous, on ne pourrait pas faire sans
ce microbiome qui habite avec nous. Et donc, du coup, il joue un rôle très, très grand dans la digestion, mais aussi dans la santé générale. Et la raison, c'est qu'il y a beaucoup d'interventions, d'interactions entre le microbiome qui vit à l'extérieur de notre corps. Il faut réaliser que notre intestin, c'est toujours l'extérieur, qu'il y a un tube qui part d'ici jusque de l'autre côté, et tout ça, c'est externe. Notre corps, c'est le reste. Il a un trou au milieu. Et donc, cette partie externe communique avec l'interne à travers le système immunitaire qui interagit et qui ensuite envoie des signaux à travers notre sang à tout le corps, et on voit des signaux à notre cerveau avec l'innervation de notre intestin et de tout notre système digestif. Donc, le microbiome n'est pas déconnecté du reste du corps. Au contraire, il est central. Il est connecté à travers les hormones, le sang, les métabolites et aussi de façon neuronale. Et je n'ai pas encore parlé de causation, j'ai parlé juste de corrélation. Il y a une très grande corrélation entre le microbiome et la santé. Mais aussi, il y a des parties causatives. Si on fait des transplants de microbiome, on peut vraiment affecter la santé de quelqu'un. Et il y a eu plein d'études dans des souris et aussi dans des humains où des fecal transplants ont vraiment des impacts énormes sur la maladie. Donc, bien sûr, cette partie-là ne devrait pas être ignorée et devrait faire partie d'une vision globale de la maladie. OK, merci. On a une question derrière. Ah bah j'adore cette partie-là. Je suis très, très content de ne pas donner mon discours parce que c'est bien plus intéressant pour moi. Vous aviez prévu une suite, c'est ça? Ah bah il y a encore 100 diapos. Hein. Alors qu'est-ce qu'on fait alors? Non, on continue, c'est génial. Ah, d'accord. Je voudrais savoir, ça a mis combien de temps pour faire ce travail? Et deuxièmement, est-ce qu'il y a eu des courts-circuits? C'est-à-dire, à un moment, vous avez dit, tiens, ce jeune-là, il a l'air quand même d'être impliqué. Et finalement, a posteriori, ou par l'expérience, ou les données scientifiques, vous trouvez que c'est effectivement impliqué? C'est très facile. Est-ce que vous voulez bien vous présenter une seconde, monsieur, s'il vous plaît? Oui, je travaille à Génopole. OK. Donc, c'est très facile de me mettre ici et de vous présenter tout ça d'une façon linéaire. Voilà, d'abord on fait ça, ensuite on fait ci, ensuite on fait ça. Ça fonctionne jamais comme ça dans la science. Donc, si quelqu'un vous dit que c'est vrai, c'est linéaire, enfin, ils ne sont pas en train de dire la vérité. Et donc, oui, bien sûr, c'était non linéaire. On a eu différentes parties d'évidence sur différents processus. Et on ne travaille pas en isolation, c'est-à-dire il y a plein d'autres papiers qui apparaissent, qui peut-être des fois nous mènent vers la bonne direction, des fois nous mènent dans un chemin qui n'a pas d'issue. Et donc, je pense que ce travail a pris depuis le début presque 7 ans, mais de façon totalement non linéaire, c'est-à-dire il y a eu des premiers papiers qui ont donné quelques pièces d'évidence par-ci par-là, et ensuite une fois qu'on s'y est vraiment mis, c'était peut-être 2 ans de travail. Mais la partie précédente, c'était un petit peu exploration, pas très linéaire. Donc, j'espère que ça répond à votre question. D'autres interventions? Alors, moi, Allez, on continue. Ah, pardon. Moi, j'en ai une peut-être. Vous vouliez continuer, c'est ça? Pourquoi pas? Ah ben allons-y, d'accord. Allez. Et ensuite, il va falloir qu'on s'arrête, hélas. Hein. On a jusqu'à 5 heures, non? Oui, c'est ça, oui. On est d'accord. OK, donc, comment, pour répondre à votre question, comment est-ce qu'on fait ça pour des milliers de variantes en même temps? Donc, je vais aller un petit peu plus vite, vu qu'on a un petit peu moins de temps. La première chose, c'est qu'on veut comprendre l'épigénome. Et donc, on a intégré plein de données sur cet épigénome. Non, je vais aller très, très vite. Hein. Il nous reste 5 minutes, Manolis. Attendez. We're already 10 minutes late. Mais c'est pas grave, tout va bien. Non, enfin, vous en faites pas. Donc, on peut intégrer toutes ces données pour voir comment fonctionnent différentes parties du génome. En regardant toutes ces modifications et en les intégrant, on peut vraiment comprendre et commencer à annoter le génome systématiquement à travers des centaines d'échantillons. Et donc, ça nous donne des visions globales de comment est-ce que l'épigénome change à travers différentes cellules. Maintenant, on peut prendre les variantes génétiques de différentes maladies et les poser à travers le génome et demander où est-ce qu'ils s'intersectent avec ces annotations épigénomiques pour savoir dans quel tissu fonctionne chaque trait génétique.
Et donc, ça nous donne des images comme ça, où on peut dire que la hauteur fonctionne dans les cellules souches, que les maladies auto-immunes dans les cellules T et B, que la pression du sang fonctionne surtout sur le ventricule gauche du cœur, que le cholestérol fonctionne surtout sur le foie, etc., etc. Mais on a aussi des surprises. Par exemple, le Alzheimer n'a pas l'air de fonctionner dans le cerveau, ce qui est bizarre. Mais la raison, c'est que ces échantillons de cerveau, c'est 90% non microglia. 60% c'est des neurones, 20% c'est des astrocytes, des oligodendrocytes, et seulement 10% ou 5% c'est des microglies. Donc c'est les glia, les cellules immunitaires du cerveau. Et donc c'est exactement là où on a trouvé le ciblement. Et donc du coup, on a pu montrer qu'en séparant les différents types de cellules dans le cerveau, on peut montrer qu'en effet, les variantes génétiques de l'Alzheimer fonctionnent dans les cellules immunitaires, pas neuronales. Et ça change complètement la stratégie thérapeutique pour l'Alzheimer. Au lieu d'essayer de guérir les neurones, il faut trouver la raison principale pour laquelle ces neurones sont en train de mourir. Et donc, on a publié ce papier en 2015 en montrant qu'au fait, il y a une base immunitaire du Alzheimer. Et si vous voulez voir maintenant, il y a une grande partie du domaine qui se focalise vraiment sur ces cellules. Et depuis, on a étendu ces centaines d'épigénomes à plus de 800 épigénomes, et maintenant on s'apprête à en construire 3000. Et donc ça fait que maintenant il y a 500 différents traits génétiques qu'on peut cibler sur des tissus et des cellules très, très particulières. Et donc ça nous donne des vues globales de la maladie à travers des centaines de traits qui nous disent où est-ce que chacun d'entre eux agit. Mais jusqu'à maintenant, je vous ai montré qu'une version statique de l'épigénome, comme si nous tous, on avait le même épigénome, ce qui n'est vraiment pas vrai. Par contre, ce qu'on a, c'est de la variation épigénétique et de la variation transcriptionnelle à travers différentes personnes sur chacun de nos tissus. Et c'est à travers ça que fonctionnent ces variantes génétiques. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est vraiment regarder comment varie l'épigénome et comment varie le transcriptome systématiquement à travers différentes cellules. Et donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est regarder et prédire l'épigénome à travers le génome. Donc, pour 50 000 endroits à travers le génome, qui est très peu du génome, mais pour 50 000 endroits, on peut vraiment prédire l'épigénome. Pourquoi est-ce que ça, c'est intéressant? Parce que maintenant, on peut prédire la composante génétique de l'épigénome. Et ça nous permet de corréler ça à la maladie et donc de construire des modèles causatifs pour la maladie et de prédire des gènes nouveaux et la direction avec laquelle ils agissent dans le cerveau humain. Mais tout ça, c'est au niveau du tissu. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment regarder ça au niveau unicellulaire. Et donc, ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est à travers des milliers de personnes, regarder chaque cellule, à travers des milliers de cellules pour chaque personne, et tous les grands types de cellules à travers différentes régions du corps et du cerveau, et aussi non seulement le ARN, mais aussi l'accessibilité du génome, et donc du coup le épigénome. Et donc on vient de publier cette étude en mai, pareil, dans Nature, en collaboration avec Li Huizai, pour déchiffrer Alzheimer au niveau unicellulaire. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé qu'au fait, il n'y a pas que le microglia qui change. Toutes les grandes types de cellules changent systématiquement entre maladie et pas maladie, entre Alzheimer et non-Alzheimer. On a des neurones excitatoires, inhibitoires, des astrocytes, des oligodendrocytes, des progéniteurs d'oligodendrocytes et aussi des microglia qui tous changent avec la maladie. Et ce qui était fascinant, c'est que quand on regarde le sexe de ces individus, les hommes et les femmes sont très, très différents. Les femmes ont beaucoup plus de cellules Alzheimer que les hommes. Et en effet, la prévalence de l'Alzheimer est bien plus grande chez les femmes, même après avoir corrigé le fait que les femmes vivent en général plus longtemps. Et donc ça nous montre qu'au fait, au niveau cellulaire, les femmes ont beaucoup plus de cellules qui sont mal régulées, en quelque sorte.
Mais ce qui est impressionnant, c'est que les femmes sont bien plus résilientes. On a choisi ces individus en regardant les phénotypes identiques entre hommes et femmes. Et donc ça montre que même si les femmes ont beaucoup plus de cellules malades, elles arrivent à tolérer ça beaucoup plus que les hommes. On a trouvé qu'au début de la maladie, les changements d'expression des gènes sont extrêmement précis et spécifiques à différents types de cellules, mais que plus tard, les changements sont très globaux et très communs entre différents types de cellules. On a trouvé que à peu près 3000 gènes sont différents entre hommes et femmes avant la maladie, mais ça presque double à 6000 gènes après la maladie. Donc déjà, les hommes et les femmes sont très différents, les cerveaux des hommes et des femmes sont très différents avant la maladie, mais après le Alzheimer, ça double. Donc ça montre qu'on ne devrait pas penser à des thérapies communes, on devrait vraiment cibler de façon très spécifique, parce que les processus qui changent entre les hommes et les femmes sont très différents. On a trouvé que les oligodéndrocytes, par exemple, sont une raison principale pour la dégradation des neurones chez les femmes, et que ça montre une cible complètement nouvelle, encore une thérapie qu'on n'avait pas avant imaginée. Et avec ce séquençage des gènes, on peut trouver des mutations qui se sont passées pendant les divisions des cellules, pendant le développement du cerveau, et qui nous permettent de vraiment montrer comment est-ce que le génome change, non seulement avec les parties héritées, mais les mutations qui se passent pendant le développement de ces organes. Et maintenant, on a vraiment mis ça à l'échelle. On a 1100 individus au niveau unicellulaire et des millions de cellules qu'on peut commencer à analyser et intégrer. On peut aussi comprendre l'impact génétique sur ces expressions unicellulaires en combinant ces choses-là. Et on peut trouver des biomarqueurs sanguins de l'Alzheimer. Encore une fois, ça c'est un des grands piliers. Si on veut créer des thérapies nouvelles, on ne peut pas simplement se contenter de regarder est-ce que dans 10 ans, cette personne a développé de l'Alzheimer. On veut vraiment avoir des marqueurs, des biomarqueurs sanguins. Et donc, on est en train de développer ça et trouver des marqueurs immunitaires de l'Alzheimer. Et on trouve aussi que les phénotypes ne sont pas monolithiques. Au lieu de penser Alzheimer comme si c'était un seul phénotype, on peut regarder amyloïd bêta, tau, neurofibrillary tangles, neuroinflammation, l'inflammation neuronale, en tant que phénotypes séparés. Et quand on fait ça, on peut partitionner le génome dans des parties qui sont associées avec différentes combinaisons de ces maladies. Et ces parties-là jouent des rôles complètement différents. Donc ça veut dire que quand on commence à cibler la maladie, on peut commencer à cibler différents processus qui, ensemble, s'intègrent pour la maladie. Et donc maintenant, on a commencé à un programme, on regarde des millions d'individus et tout le clinical record, tous les dossiers médicaux de ces individus pour trouver des types nouveaux de sous-division de patients et pour vraiment faciliter la médecine personnalisée dans ces types. Et aussi, on fait beaucoup d'études longitudinales de ces patients. Par exemple, dans le contexte du cancer, on suit la même personne pendant plusieurs années et on peut voir comment est-ce que le cancer évolue à l'intérieur du corps de ces personnes, trouver tous les lineages différents du cancer et comment est-ce qu'il change au niveau unicellulaire, encore une fois. Manolis, vous restez avec nous aujourd'hui, ce matin, là, un petit peu On a la possibilité de continuer à discuter avec vous après. Bien sûr, je suis Super. là. Oui. Parce qu'hélas, on va avoir un petit problème de timing. Ça. Donc, je n'ai pour 2 minutes de plus. Super. Oui. Non, je vais très vite, là. Et donc, et on a aussi développé des façons de partager les données de façon confidentielle, nouvelle, qui permet à des hôpitaux différents de s'intégrer et d'intégrer des données. Et finalement, on a vraiment développé des façons de faire ces expériences que j'ai montrées pour FTO, des milliers à la fois. Donc, on peut intervenir et changer des dizaines de milliers de nucléotides individuels. On peut faire 7 millions de mesures en une expérience et on peut programmer des interventions
génétiques et aussi épigénomiques dans des cellules programmables qu'ensuite on peut différencier en différents types de cellules pour voir comment est-ce que chacune de ces interventions fonctionne au niveau cellulaire. Et donc, on est en train de multiplexer ces expériences, 400 à la fois. Et maintenant, on est en train d'intégrer ça dans les cerveaux des souris pour encore comprendre l'impact de milliers de variantes en une seule expérience. Voilà, bah, c'est tout ce que j'avais à dire, hein, pas grand-chose. Juste un grand merci. Tout ça, c'est vraiment du travail collaboratif. On ne peut pas faire ça avec une seule équipe. Et je pense que ça devrait être un autre des messages. J'espère que vous doutez, est-ce qu'il est informaticien ou est-ce qu'il est biologiste parce que c'est vraiment la façon dont on devrait travailler. On devrait vraiment travailler dans des équipes multidisciplinaires pour faire ça. Et donc ça, c'est les équipes avec lesquelles on travaille. Et c'est vraiment le travail de ces individus-là qu'on doit compenser.